Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Merci à tous d'être là pour échanger ensemble sur la stratégie, sur le e-commerce. On a voulu vous présenter avec l'équipe e-commerce nation. C'est une table ronde véritablement avec des e-commerçants qui vont vous parler de leur stratégie, comment mettre en place une stratégie, comment la développer. Et je pense qu'avec ces deux messieurs, on a une expérience très intéressante puisqu'ils ont développé un e-commerçant depuis les débuts et à un niveau de maturité vraiment très, très conséquent. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, messieurs, on a à peu près 34 années d'expérience. Je ne dirais pas qui a le plus d'expérience entre ces deux messieurs. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on veut ressortir de cette table ronde, c'est vraiment des méthodologies à la fin de cet atelier que vous dites « Ah ok, je sais comment mettre en place ma stratégie, j'ai des éléments de réponse et puis bien sûr d'avoir de l'échange à la fin de cette discussion. Donc voilà, en termes de présentation, moi je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis explorateur en chef de la nation du e-commerce. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent e-commerce nation dans la salle, si vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent e-commerce nation. Très bien, pas beaucoup. Donc on est un média dédié au e-commerce, vous pouvez retrouver des webinaires gratuits, des livres blancs, des infographies. Et donc aujourd'hui je suis en mission pour vous faire explorer le e-commerce avec deux e-commerçants, avec Grégory et Guillaume, deux sites e-commerce vraiment très importants qui nous accompagnent sur ces dernières années. On a à cœur nous de développer la communauté du e-commerce. Et aujourd'hui, ces deux messieurs ont accepté de nous partager leur expertise. Quelques mots aussi sur Okara, c'est un e-commerçant qui a 12 années, mais tu nous diras 10. Qui est un site e-commerce sur l'aspect bijoux-montres, où aujourd'hui il y a une concurrence féroce par rapport à des gros acteurs. Et donc Grégory a développé avec ses équipes vraiment une entreprise mature, avec un savoir-faire sur notamment le référencement. Donc ça va être vraiment intéressant d'avoir tes explications dessus. Mais véritablement, c'est un acteur du e-commerce français sur ces 10 dernières années. Donc c'est vraiment intéressant de voir les évolutions, de quels leviers ont été mis en place pour se développer. Et puis Guillaume, directeur e-commerce de Studio Sport, qui est un site bien sûr leader sur les drones avec des points de vente physiques, mais aussi d'autres boutiques en ligne sur d'autres verticales avec du airsoft. Et donc voilà, avec ton expertise, comment tu as réussi à accompagner cette entreprise dans son développement, ça va être extrêmement intéressant. Donc ce qu'on vous a préparé comme programme, c'est tout simplement un programme en 3 parties. Première partie, ces messieurs vont vous raconter leur histoire, un petit peu de comprendre leur expérience et le développement de l'entreprise. La deuxième partie, on va échanger un petit peu plus sur comment définir une stratégie au niveau macro, vous, dans vos entreprises, comment vous définissez vos stratégies, et de le mettre en perspective par rapport à une évolution de l'entreprise, savoir à quel momentum mettre en place des nouveaux canaux d'acquisition, d'investir en termes de développement. Et puis, troisième partie, on va se questionner sur les canaux d'acquisition du moment. On voit de nouvelles plateformes qui se développent, des réseaux sociaux, des places de marché, et d'avoir un peu votre avis sur ces axes-ci. Je vous propose d'attaquer du coup sur cette première partie, d'avoir un petit peu votre historique. Grégory, je vais te laisser prendre le micro si tu peux nous raconter un peu ton parcours. Je sais que tu as travaillé avec plusieurs entreprises, des e-commerce leaders sur leur marché, et donc tu as une très forte expertise. Et puis après, tu as lancé Okara sur ces dernières années. Alors bonjour à toutes et à tous, merci Nicolas, super sympa de me recevoir. Alors je m'appelle Grégory Perrin. Je dis toujours que j'ai 40 ans, en fait j'en ai 41, mais pour le chiffre rond, j'aime bien dire que j'ai 40 ans, dont 20 ans dans l'e-commerce. Pour résumer un petit peu mon expérience, j'ai découvert l'e-commerce chez Grosbill. J'ai commencé d'abord à apprendre à vendre derrière un comptoir en recevant des clients, puis très vite je suis passé assistant web marketing et puis directeur marketing pour accélérer la croissance du site. C'était un pure player de bazar chic, et attiré par l'entrepreneuriat, j'ai monté une première boîte qui s'appelait 3 mégas. Et j'accompagnais les marques avec lesquelles je bossais chez Grosbill, donc Intel, Nvidia, Plantronics, à aller sur les nouveaux médias, qui à l'époque c'était le Web 2.0, l'avènement de Twitter, l'avènement de Facebook et surtout l'avènement des blogs. 3 mégas, j'ai fait une rencontre incroyable, celle de Laurent et Bernard. Ils m'ont engagé pour lancer leur plateforme, qui était à l'époque
une plateforme qui devait redonner le pouvoir d'achat en français à travers plusieurs offres. Et c'était incroyable, un budget marketing de plus d'1 million d'euros à dépenser. J'ai pu découvrir ce que c'était l'achat média, etc. C'était très intéressant. Et puis j'ai pris la direction du marketing chez Bazar Chic, qui était numéro 2 de la vente privée, juste après l'éponyme venteprivée.com. Et après ces quasi 10 ans, 12 ans d'expérience, j'ai lancé avec des amis Okara.com. Okara.com, c'est un pure player. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît bien ce terme, c'est un vieux terme de boomer. Pure player, c'est quelqu'un qui n'a qu'un site web, qui n'a pas du tout de boutique. Et donc avec des amis, on a lancé Okara avec une mission, c'était d'accompagner nos clients sur les plus beaux moments de vie. Ce que j'appelle plus beaux moments, c'est la naissance, le baptême, les mariages, les fiançailles, pour faire des cadeaux à Noël, à la Saint-Valentin, ou pour se faire des cadeaux, parce que j'estime que c'est déjà une très belle chose. Et donc voilà, ça fait 10 ans. Si je devais résumer ça en 3 chiffres clés, pour laisser la parole juste après, c'est 20 millions d'euros en 2021. C'est un écrin de 30 000 montres et bijoux de marque et neuf. Et c'est à peu près 400 000 visiteurs uniques chaque mois. Rien que ça, super beau parcours. Donc Grégory va nous partager, pour te connaître, t'es très dans le partage, dans la générosité. Et donc Grégory communique ouvertement sur ses chiffres, sur sa stratégie. C'est vraiment plaisant de pouvoir échanger avec des e-commerçants. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à son parcours, n'hésitez pas à les noter puisqu'on pourra comprendre. Toi Guillaume, un parcours aussi très impressionnant avec Studio Sport, un développement exceptionnel sur ces dernières années. Et surtout, tu as accompagné une entreprise à ses débuts et avec aujourd'hui un niveau de maturité puisque aujourd'hui vous êtes leader sur l'enseignement. Tout à fait. Donc bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Ferron, je suis directeur e-commerce pour SNT2, qui est la société qui possède studiosport.fr et quelques autres sites internet et d'autres marques. Alors pour faire mon parcours avant, ça va être beaucoup plus court que Grégory, puisqu'en fait je suis arrivé très jeune chez Studiosport, ça fait 11 ans que j'y suis et ayant 33 ans, bientôt 34, en fait je sortais quasiment d'études. Je suis d'ailleurs arrivé par la petite porte plutôt en tant que technicien web, en fait, et technicien produit et pas du tout en tant sur les métiers du marketing. J'ai toujours été assez attiré par le web et l'informatique, donc ça m'a donné quelques facilités pour comprendre, on va dire, le business model de la société. Quand je suis arrivé justement dans cette société, c'était une petite start-up, on était 6. Aujourd'hui, c'est une société qui a à peu près 85 employés et qui se développe d'année en année sur différents business. On était un pure player aussi comme Okara. Et on s'est un peu diversifié sur aussi des activités de distribution, de l'omnicanal notamment à travers des magasins et puis aussi d'autres sites internet. Studiosport du coup est le plus gros site internet de la société et on a un autre très gros site qui s'appelle OPS Store dont Nicolas parlait tout à l'heure, qui travaille sur l'airsoft, qui est aussi leader sur son marché. Et donc on travaille beaucoup sur des verticales assez spécifiques, des marchés de niche globalement, notamment sur l'airsoft où par exemple il n'y a pas la concurrence de grandes marketplaces. Et donc SNT2 aujourd'hui c'est une société qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires avec donc 85 employés et qui a des vocations à se développer au fur et à mesure des années encore, je pense. Génial, merci messieurs pour cette présentation. Donc voilà, vous avez évoqué vos chiffres d'affaires, donc merci déjà pour ces informations, ça vous permet de nous rendre compte un petit peu de l'ampleur. Tu parlais 80 salariés, vous avez bien On est 70. 70 des entreprises. Et donc il y a 10 ans, tu disais 6 salariés, donc 6 à 80, et il y a 10 ans, vous étiez Aussi. Bon, parfait. Donc voilà, une évolution vraiment conséquente sur e-commerce qui reflète tout votre parcours et puis vos compétences. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu évoquer sur notre conférence, c'est que l'aspect compétences pour développer un site e-commerce est vraiment important. Donc voilà, on va pouvoir faire la transition sur notre deuxième partie, sur cet aspect stratégie. Comment des entreprises comme les vôtres passent de 6 salariés à 70. Alors, il n'y a pas de formule magique, je pense qu'on ne va pas avoir de raccourci là-dessus, mais c'est de pouvoir comprendre vos logiques en termes de développement. Si on pose ouvertement cette question, comment définir une stratégie web pour un site e-commerce? Question extrêmement vague, mais au sein de vos équipes, comment vous procédez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une logique analytique par rapport au marché, par rapport aux concurrents? Voilà. Quelle est votre vision par rapport à l'aspect stratégie web si demain vous devez définir une stratégie pour un site e-commerce qui
peut être dans la salle? Alors c'est une super question et en même temps elle est très difficile d'y répondre parce que ça dépend vraiment finalement un peu du secteur dans lequel on est et où on veut aller. Le meilleur exemple que je peux avoir c'est celui d'Okara. En fait quand on a commencé on avait un gros savoir-faire sur la bijouterie joaillerie parce que deux de mes associés sont gémologues et en fait on avait une première idée de base qui était finalement de faire un petit peu la place Vendôme mais accessible. Et une fois qu'on a vu cette idée, qu'on s'est tous réunis, on a commencé à regarder ce qui existait sur le marché, quel était le business model, etc. Donc, même si j'enlève la partie chiffrée, en regardant juste la partie concurrence, finalement on s'est aperçu qu'il y avait déjà des gens qui le faisaient, que ça allait être très dur de concurrencer les marques que je ne vais pas citer, mais que vous connaissez par cœur, dont les bagues coûtent plus de 3 000, 4 000 euros, parce qu'ils ont des budgets marketing qui sont énormes. Donc du coup on a regardé un petit peu comment se positionner. Et en fait, il y avait une place entre, on va dire, les retailers qui débarquaient sur Internet. Donc les retailers, c'est ceux qui vous trouvez, les bijouteries que vous trouvez en centre commercial, qui font plutôt du entrée de gamme, 9 carats sourcés dans d'autres pays, et de l'autre côté, la place Vendôme. Et donc en fait, il y avait un trou au milieu. C'était celui de ce qu'on appelle la bijouterie familiale. Et en fait, c'est le bijoutier de quartier dans les villes, avant qu'il soit remplacé par ces grandes enseignes. Lui, il achetait des marques et il les revendait. Des marques qui ne nous parlent pas à nous, qui parlent sûrement à nos grands-parents. J'ai parlé de Ponce pour les alliances, Becker, ça ne nous parle pas du tout, mais à nos grands-parents ça parlait, c'était synonyme de belle valeur. Et finalement on a décidé nous de se placer ici parce qu'en fait il n'y avait personne. Donc on a pu trouver notre place finalement en laissant tomber l'idée, en n'étant pas têtu, de se dire on connaît où trouver des diamants, où les sourcer, où les tailler, où les vendre, où les certifier. Et tant pis, notre expertise on va en mettre légèrement de côté pour finalement correspondre à un besoin qui disparaissait. Ces boutiques elles ferment tous les jours au profit des grandes surfaces. Et donc il y a une place à prendre. Et c'est comme ça qu'on a joué nous, le coup, c'est comme ça qu'on a trouvé notre cible. D'accord, donc là c'est intéressant parce que tu parles plus d'un positionnement de départ, donc avant de rentrer dans des logiques de web et d'acquisition, de dire déjà c'est un positionnement par rapport à d'autres acteurs du marché et ça c'est vraiment clé à se poser cette question par rapport à votre cible, par rapport à votre proposition de valeur, parce que derrière vous pouvez avoir des très fortes stratégies d'acquisition à travers du SEO, de l'ADS, des réseaux sociaux. Et si vous ne vous démarquez pas à vos concurrents en termes de proposition de valeur, ça va être très difficile de rivaliser peut-être avec des budgets plus conséquents. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, cette position nous a aussi aiguillés en fait, sur la stratégie purement marketing. Parce que d'un côté, on savait qu'il y avait des gens qui étaient très présents en centre commercial, donc le web, ils n'y étaient pas trop. Donc on avait une place à jouer quand même sur ce segment. Et de l'autre côté, ceux de la place Vendôme, ils avaient des budgets remontés sur le mot bague de fiançailles. C'est quasiment impossible en payant, par exemple, parce qu'ils ont des budgets que moi, j'aurais jamais. Donc ça a quand même aiguillé un petit peu, si tu veux, la stratégie marketing. Et après, dans le détail, je ne sais pas si tu veux que je rentre dans le détail du début d'Okara, si c'est maintenant que tu veux que je place ou plus tard, mais en gros on a débuté la stratégie par un échec. Moi je venais de chez Bazar Chic. Bazar Chic ça travaille ni le SEO, très peu le SIA, ça travaille surtout l'emailing. Voilà, c'est en fait on fait de l'acquisition de base mail et on shoot des mails tous les jours. Bazar Chic c'était entre 16 et 20 millions de mails par jour, donc c'était ma spécialité, c'était d'envoyer des mails. Donc quand j'ai lancé Okara, je me suis dit facile, les autres ils savent pas faire. Moi je vais arriver, je vais envoyer plein de mails et je vais faire plein de ventes et je vais lancer la boîte, mes associés seront super contents, ça va se développer très vite et en fait ça a été un vrai échec. Donc moi je commence vraiment par un échec parce que quand une boîte elle n'existe pas, on a beau envoyer 1 million de mails, il n'y a personne qui va l'ouvrir, personne qui va cliquer et encore moins de personnes qui vont acheter. Donc en fait c'est là la première brique que je me suis pris, c'est de dire finalement j'existe pas et il va falloir que je concilie de l'acquisition avec une présence sur le web, le tout avec zéro quasiment de budget marketing, puisqu'en fait les premiers euros qu'on a eu quand on a créé la société, c'était pour acheter du matériel, des ordinateurs, du stock, de bijoux, et donc finalement pas du tout d'euros à dépenser en marketing. Ok, donc là ce qui est super intéressant dans ton parcours, c'est de te dire tu lances une entreprise, tu as un savoir-faire ou un actif avec ton mailing, ok, tu vas te focaliser sur ce que tu sais faire, ça fonctionne pas, du coup tu vas développer de nouvelles compétences. Ouais, alors par chance, j'étais déjà moi très fanat de référencement naturel à titre personnel. Et en fait, je me suis dit, alors voilà, j'ai utilisé le seul levier que je pensais qu'il allait marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est héroïste? Forcément, moi, je n'avais pas fait de levée de fonds.
on est en fonds propres, pas de budget marketing, donc il faut que je travaille des leviers qui transforment. Donc il y en a 3. Le premier c'est un échec, c'était l'emailing. Le deuxième c'est les campagnes d'adore, donc le SIA. J'ai été voir une agence et je me dis voilà, je peux mettre 150-200 € par mois. En réalité, c'est pas assez pour démarrer une campagne parce qu'il faut pouvoir perdre au moins 3-4 mois de budget pour que l'algorithme comprenne et puisse faire des belles campagnes qui transforment. Donc j'avais pas cet argent, j'étais trop petit pour commencer une campagne SIA. Du coup, le seul levier qui restait, c'était le référencement naturel. Comme j'avais les connaissances, eh bien, on a décidé de miser quasiment 100% de notre temps sur les 6 premiers mois de la boîte à faire que du référencement naturel. Et tu avais une conviction par rapport à ça? C'est quoi, tu l'as décidé parce que tu sentais le coup ou parce que tu l'as observé? Alors, les deux. En fait, je voyais des retailers qui essayaient de venir sur le web mais qui ne savaient pas faire. Et de l'autre côté, tu avais la place Vendôme qui, elle, communique en branding massivement et finalement pas sur ses leviers d'acquisition héroïste. Donc je savais qu'il y avait un trou, encore une fois, et on avait un début de compétences, déjà un petit peu de compétences sur ce levier, donc on a décidé de miser la stratégie directement sur ça. Super intéressant. Voilà, si je synthétise, proposition de valeur claire pour se différencier par rapport aux acteurs du milieu. Un savoir-faire, une vision par rapport au marché, parce que tu as une très forte conviction par rapport aux acteurs et leurs compétences. Et toi, tu étais un peu en amont en termes de savoir, et donc c'est ce qui permet derrière de concrétiser. Mais je pense que c'est un élément clé, parce que je le vois dans beaucoup de directeurs e-commerce, c'est quand même d'avoir une vision. Parce que si on se pose la question, est-ce que c'est quoi le ROI sur des nouveaux leviers ou autres, et au final on se lance jamais, on teste 1 ou 2 semaines, on voit qu'on n'a pas de ROI. Alors qu'il faut investir plusieurs mois pour que ça paye, surtout des leviers comme SEO. Aujourd'hui, c'est vrai que le référencement naturel, c'est sûrement le levier le plus rentable au monde. C'est aujourd'hui un levier qui est long à avoir des retours. C'est vrai que j'ai eu cette chance d'être un ovni dans le secteur, finalement, et d'être un peu les premiers. Donc j'ai bénéficié pendant de nombreuses années finalement de cette prime de nouveauté, du savoir-faire que les autres ont dû acquérir et que nous on avait déjà. Voilà, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais en tout cas ça reste un levier à privilégier quoi qu'on fasse, même si on est une DMVB et qu'on veut faire des super marges et qu'on veut faire du branding, il faut toujours avoir des leviers secondaires et s'assurer avec du référencement naturel, c'est le meilleur placement qu'on puisse faire. Très bien. Guillaume, toi si on remonte dans le temps, 10 ans en arrière, une équipe de 6 personnes, c'était quoi la stratégie web à cette époque-là? Comment vous avez testé des leviers? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Et voilà, comment vous avez priorisé ces premières étapes de développement? Alors du coup, moi quand j'ai rejoint la société, il y avait quand même déjà une base qui existait depuis plusieurs années. En l'occurrence, la société existait depuis 4 ans. À l'époque, on avait un site internet qui n'était pas tout à fait dans les standards qu'on peut espérer aujourd'hui, par exemple. Le site était beaucoup plus basique, le web mobile était vraiment naissant, mais pour un site internet, et notamment e-commerce, c'était pas forcément la priorité. À la base, en fait, la stratégie s'est montée, et c'est assez similaire finalement au Cara, mais nous c'était sur les produits, tout simplement en fait d'avoir une offre produit qui était assez novatrice, en tout cas en France. C'est aussi une époque où AliExpress notamment n'était pas aussi présent et Amazon était beaucoup plus petit, et où on allait tout simplement sourcer des produits un peu partout dans le monde, notamment en Asie, mais pas que, et en fait qu'on proposait en livraison 24-48 heures en France, souvent offerte d'ailleurs la livraison. Et en fait, toute la stratégie finalement a été structurée autour du produit. Moi, je suis arrivé justement en fait pour un peu développer l'activité, notamment sur les leviers d'acquisition, puisque le site avait certes une belle offre, mais finalement était assez peu connue. Elle était connue sur des milieux de niche. Et finalement, ça a été déjà aussi en premier temps en fait de travailler le branding de la marque Studio Sport, et aussi en fait de travailler les leviers héroïstes. Donc, moi, j'ai une petite affection aussi pour le SEO. Aujourd'hui, c'est pas notre levier qui transforme le plus. En l'occurrence, nous, actuellement, le premier levier, c'est plutôt Google Ads en fait, et la publicité payante sur les moteurs de recherche. Le SEO est deuxième. Après, dans une vraie stratégie héroïste, en effet, le SEO est, à mon avis, plus impactant. En fait, le travail qui avait été fait il y a plus de 10 ans paye, entre guillemets. Aujourd'hui, on travaille sur des noms de domaines qui vont au fur et à mesure en fait évoluer, être reconnus auprès de Google, et en fait finalement de pouvoir scaler dans le temps, finalement en travaillant encore du contenu qui a été fait il y a plusieurs années. Donc nous on s'est pas mal basé là-dessus pour la stratégie SEO, et après en parallèle on menait aussi une stratégie donc plutôt SIA, donc notamment via Google Ads, mais pas que. On a travaillé aussi beaucoup sur Bing Ads à un moment pour en fait tout simplement
travaillé finalement là plus sur le produit, notamment ça a été l'avènement de Google Shopping, qui pour nous a été un gros switch où en fait le SIA est devenu plus rentable que le SEO, ou tout du moins convertissait mieux que le SEO. Donc voilà, en fait finalement, en parallèle de ça, on a aussi évidemment travaillé des leviers qui sont les réseaux sociaux, l'emailing, la notoriété de la marque. Il y a eu aussi beaucoup de marketing d'influence et finalement pour nous c'est un mix de tous ces leviers avec en tête en fait finalement les moteurs de recherche et plutôt Google en l'occurrence avec SEO, SIA qui sont entre guillemets en train de se battre pour la position numéro 1 et après plusieurs leviers secondaires comme tu parlais Grégory tout à l'heure qui viennent en fait compléter tout ça, qui travaillent aussi beaucoup la notoriété de la marque. Aujourd'hui, on a une grosse base solide liée au moteur de recherche et après on a tout ce qui concerne en fait des contenus annexes qui sortent sur les réseaux sociaux, nos newsletters qui sont fréquemment envoyés. On en envoie un tout petit peu moins du coup que Bazar Chic à l'époque, mais on travaille une base client qui est très qualifiée et surtout aujourd'hui finalement notre marketing il est aussi autour du produit. On essaye d'avoir une offre produit qui est la plus large possible, des produits qui sont en stock, qui sont livrés en 24 heures et avec un service client derrière parce qu'on vend des produits électroniques qui accompagnent le client aussi bien avant son achat qu'après l'achat. Et finalement, je pense que Studio Sport aujourd'hui, même si on est un revendeur multimarque, on n'a pas beaucoup de produits en marque propre, c'est forger une petite réputation, notamment sur tout simplement en fait, le service qu'il apporte autour des produits. Voilà. En gros, en résumé à peu près, moi je dirais d'insister sur le produit et de faire naviguer nos leviers d'acquisition autour. Super intéressant parce qu'on retrouve des dénominateurs communs sur vos discours, proposition de valeur. Studio Sport, voilà, tu l'as dit, la relation client est super importante parce que derrière, tu as beau faire de l'acquisition, mais derrière, si tu ne fais pas de fidélisation, ça te coûte encore plus cher parce que tu as une fuite de clients. Vous avez de la personnalisation sur le airsoft ou sur les drones. Vous avez un atelier chez vous où vous personnalisez tout ça. Vous avez un suivi aussi très particulier parce que c'est aussi une audience spécifique, vraiment de niche avec des gens très passionnés. Donc il y a une connexion très forte qui se fait là-dessus. Donc voilà, la proposition de valeur, je pense que c'est vraiment essentiel de creuser là-dessus, de bien réfléchir par rapport à son positionnement parce qu'après, tu as beau dépenser énormément d'argent dans ton acquisition, mais sur la fidélisation, c'est complexe. Et puis après, comme vous l'avez évoqué, vous avez une progressivité dans vos leviers d'acquisition. Et donc ça, je le vois sur pas mal d'entreprises qui font un peu l'erreur de vouloir tout faire parfois, mais de se dire, ok, là on va investir surtout sur le SEO, on va mettre beaucoup d'énergie peut-être sur un laps de temps comme 6 mois, et une fois qu'on maîtrise cette logique-là, qu'on l'a standardisée, on peut potentiellement intégrer d'autres canaux. Si je vous demande aujourd'hui de vous retourner sur ce chemin-là, cette aventure d'Okara, de Studio Sport, si c'était à refaire différemment, est-ce qu'il y a des leviers de croissance que vous aurez activés plus tôt, où vous vous serez dit potentiellement l'AD, je l'aurais fait plus tôt, j'aurais investi un petit peu plus là-dessus, voilà. Juste d'avoir votre vision, parce que vous avez commencé avec du SEO, vous avez testé le mailing, vous avez intégré l'AdWords. Après, vous êtes aussi sur des paniers d'achat assez conséquents, donc vous pouvez investir sur le coût d'acquisition. Voilà. Est-ce que vous avez des regrets ou des choses à faire différemment dans vos stratégies web marketing ? Alors, c'est une super question, parce que j'étais en train d'y réfléchir en même temps que tu parlais. Est-ce que moi je regrette d'avoir envoyé des emails et d'avoir perdu un petit peu d'euros? Alors franchement, je pense qu'avec le recul, je ne regrette pas parce que ça m'a forcé à deux choses. Un, déjà mettre en place, je ne vais pas le répéter, mais la stratégie SEO de la boîte, et qui est aujourd'hui le cœur même du succès d'Okara et de sa rentabilité, parce que c'est un produit très accessible, très rentable. Mais surtout, ça m'a permis de me dire, oui, ok, en fait j'envoie des mails, j'existe pas, donc il faut que j'essaye d'exister. Alors, je le répète, on n'avait pas d'argent. Donc, comment exister quand tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué. Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé une première petite campagne d'influence en ciblant juste 2-3 blogueurs de l'époque pour essayer d'avoir un petit peu de notoriété. Et puis, quand on a eu nos premières commandes, et bien, systématiquement, on rappelait le client. Et ça, c'est quelque chose qui... la notion de service client, c'est quelque chose qui reste et qui est très ancré dans l'ADN d'Okara. C'est qu'au tout début, on avait besoin d'avis client, parce que les gens cherchaient très vite avis Okara, ça n'existait pas, donc il nous fallait des avis. Donc à chaque commande, on allait appeler le client, déjà un, pour savoir comment il avait trouvé son expérience sur Okara, est-ce qu'il y avait des points de friction, est-ce qu'on avait des points à améliorer, et puis deux, quand on voyait que ça se passait bien, on lui demandait de laisser un avis. Aujourd'hui, ça s'automatise avec des emails, mais en réalité, rien de mieux que d'avoir le feedback du client et de le pousser un petit peu à venir laisser des avis.
Donc finalement, si j'avais pas eu ce premier échec, j'aurais pas mis en place peut-être le SEO pas tout de suite et j'aurais pas eu cette première notion d'aller chercher une existence. Sur les autres leviers, honnêtement, je pense pas. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais changé? Oui, dans ma stratégie référencement naturel, en fait, moi j'ai dit, il y a très peu de concurrence, mais il y en avait quand même dans les résultats de Google. Donc en fait, moi j'ai basé ma stratégie sur ce qu'on appelle la long trend, donc c'est plutôt les mots-clés composés de 3, 4, 5 occurrences. Donc par exemple, c'est montre automatique pour homme, telle marque. Voilà, ça c'est plutôt la long trend. Et j'ai tardé à travailler ce qu'on appelle les génériques, c'est-à-dire les premiers sur montre automatique, montre, bijou. Et peut-être que j'ai perdu probablement un petit peu de chiffre d'affaires si je l'avais fait plus tôt. J'ai eu peur de le faire trop tôt en me disant je vais m'avancer. Et en fait, je pense que j'avais la maturité, le site avait la maturité pour améliorer cette partie-là. Voilà, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, tu as choisi des mots-clés moins concurrentiels pour te positionner plus facilement et générer du chiffre d'affaires. Voilà, qui correspondaient principalement aux produits que je vendais. Toi Guillaume, même question. Est-ce qu'il y a des choses, tu te dis j'aurais dû faire ça avant, on aurait pu se développer un peu plus vite ou pas du tout? Alors c'est pas très facile à répondre parce que mais avec le recul, je pense qu'il y a un point, alors on en fait beaucoup aujourd'hui et sur lequel on a de très bons résultats, c'est du marketing automation. Je ne vais pas reparler SEO parce que j'ai aussi quelques regrets côté SEO forcément de ne pas être allé sur tel ou tel mot-clé, mais ça finalement on le sait une fois qu'on a travaillé dessus. C'est sur le marketing automation qu'on est arrivé il y a 4-5 ans et je pense qu'on aurait pu commencer avant, notamment pour en fait aujourd'hui on fait beaucoup d'automation qui sont pré-achat, mais finalement il se fait beaucoup plus post-achat en fait de travailler finalement sur les clients qui ont acheté tel ou tel produit, de pouvoir leur proposer dans le temps soit du contenu en fait en rapport avec le produit qu'ils ont déjà acheté, soit tout simplement aussi des produits, du contenu puis des produits par exemple qu'ils ont achetés. Donc, je vais vous prendre l'exemple pour nous, typiquement c'est des gens qui achètent un drone de loisirs et dans le temps on leur propose des contenus liés à des mises à jour, des accessoires qui viennent de sortir et ainsi de suite et ainsi de suite. Et aujourd'hui le marketing automation, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment super intéressants. C'est un marketing automation qui est presque un hybride finalement entre du média et de l'informationnel, presque du transactionnel, et parfois évidemment sur les personnes qui sont en opt-in chez nous, par contre des contenus un peu plus marchands où on leur propose des accessoires. Là-dessus, quand je vois les résultats qu'on a atteints aujourd'hui, avec une certaine maturité, avec quand même quelques années aussi d'expérience dessus, je regrette de ne pas y être allé un tout petit peu plus tôt. On avait eu l'occasion notamment à une époque d'en faire beaucoup plus et on s'était cantonné au marketing automation un peu basique, à savoir le mail qui part pour la date anniversaire ou ce genre de choses très très basiques et au final qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de rentabilité, peu d'intérêt d'ailleurs pour les clients. J'aurais beaucoup plus misé finalement en fait sur l'accompagnement du client dans le cycle de vie produit. Mais finalement, ce que disait Grégory tout à l'heure sur l'appel au client pour avoir son ressenti, on l'a fait plus ou moins aussi à certains moments. Alors peut-être avec d'autres formes, mais ça arrive fréquemment qu'on ait quand même des clients au téléphone. Quand je parle de clients, je ne parle pas des vendeurs et téléconseillers, mais c'est carrément des personnes qui sont sur la partie web ou la partie marketing qui échangent quand même avec les clients pour comprendre encore aujourd'hui leurs besoins, ce qu'ils voient sur le site qui pourrait être amélioré, ce qu'ils voient dans l'offre produit qui pourrait être amélioré. Et voilà, on scrute beaucoup aussi les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de groupes communautaires qui abordent les thématiques produits qu'on vend et on scrute. On est plusieurs dizaines en fait à être sur ces groupes-là, regarder un peu le retour des gens, essayer tout simplement en fait de faire une veille entre guillemets qui est à la fois produit, à la fois concurrentiel et à la fois de tendance du marché. Très intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans vos discours, il y a un vrai paradoxe. Tu parlais d'automatisation, de tout un processus. On se dit, on est sur le e-commerce, on peut automatiser beaucoup de choses, avoir un bon flux, mais derrière, il y a la relation client. Et la relation client, on ne peut pas la scaler, on ne peut pas l'automatiser. Et du coup, au final, ça reste de l'humain sur l'automatisation. Et j'en parlais sur une autre conférence, c'est que l'objectif, quand vous êtes e-commerçant, c'est pas de convertir en client, mais c'est convertir en ambassadeur. Tu parlais des avis, je sais que vous avez repris cette logique-là. Aller plus loin pour fidéliser, parce qu'aujourd'hui, les coûts d'acquisition s'envolent. Et donc, si au final, vous faites que de l'acquisition et vous perdez beaucoup de clients, en fait, vous cramez tout simplement énormément de cash dans votre développement, quoi. Ok. Autre question, une question qui n'est pas simple, mais qui va être intéressante pour les commerçants. Comment vous faites si là je vous demande de faire un audit, un peu une stratégie d'un e-commerçant? On sait que notamment nous on a sorti un top 100 e-commerce France, on voit que le levier principal c'est le SEO pour la plupart des e-commerçants. Alors peut-être pas dans la conversion, mais un levier important dans l'acquisition de trafic, parce que tu le disais, c'est
c'est le levier le plus rentable dans son acquisition. Mais si aujourd'hui, voilà, vous devez inspecter, faire un audit d'un site e-commerce, quels sont les points clés que vous allez regarder dans la stratégie pour peut-être vérifier leur alignement, que ce soit au niveau du produit, que ce soit au niveau des canaux de trafic. Quels sont les indicateurs clés et les éléments clés que vous allez identifier pour voir si la stratégie est pertinente? Alors, si je dois faire un audit, bon alors, forcément, la première page du site doit refléter ce que je dois comprendre de ce qu'elle vend et de qui elle est. Ce qui va m'aider à vérifier son positionnement. Donc, est-ce qu'il est clair? C'est-à-dire, est-ce que je comprends ce qu'elle fait? Ok, comment ça se positionne par rapport aux concurrents si jamais je les tape dans les moteurs de recherche? Quelle est la cible, etc. Donc ça, c'est le premier point. Il est de comprendre où se situe finalement le site que j'audite dans son marché, dans son univers. Et puis moi, mon premier point personnel, c'est d'abord de regarder la structure du site. Est-ce qu'il y a bien la réassurance? Est-ce qu'on comprend ce qu'elle fait? Est-ce que les produits sont bien shootés, bien organisés, etc. Donc c'est purement, je vais dire, un petit peu technique, mais c'est de savoir si un visiteur peut tout simplement bien surfer sur le site, bien trouver les bonnes choses, être rassuré, est-ce qu'il y a des avis et pas des avis, etc. La règle des 3 clics, en 3 clics, tu accèdes au produit. T'es là-dessus? Moi, je monte personnellement jusqu'à 4. Parce que j'estime que 4 maintenant, aujourd'hui, c'est largement possible. On l'a vu, maintenant les jeunes, ils font ça, ils en font 20 des clics. Donc c'est, à mon sens, plus trop un problème. Mais on se limite à 4 déjà pour des notions de référencement naturel, puisqu'on sait que Google, plus s'enfonce, moins il aime ça. Donc, mais oui, 3, 4. Et puis je m'assure de regarder les délais de livraison s'ils sont clairs. Surtout, les plus gros freins du e-commerce, c'est les coûts de livraison. Donc est-ce qu'ils sont offerts, gratuits, compréhensibles? Est-ce qu'on a toutes les infos sur les retours? Est-ce qu'on a toutes les infos sur le support, etc. Jusqu'au moyen de paiement. Et là, les moyens de paiement, c'est aussi un très gros frein en e-commerce. C'est très souvent que les clients prennent en 2 ou 3 fois parce que voilà, c'est 300, 400 euros. Donc je m'assure de ça. Voilà un premier panel purement visuel. Et Guillaume, je pense que tu vas enchaîner toi sur la partie acquisition peut-être. Alors oui, alors du coup moi aussi je passerai évidemment sur déjà un peu naviguer sur le site et essayer de comprendre en les tenants aboutissants. Le premier truc que j'ai tendance à faire, c'est aller regarder les avis clients. Souvent je vais aller regarder les mauvais avis clients et après je vais regarder s'ils sont répondus. Souvent c'est gages, souvent il est assez rare que des sites aient aucun mauvais avis client. Ça existe peut-être au démarrage quand il y a 10 avis, mais on retrouve forcément à un moment des clients qui se plaignent, parfois de manière justifiée ou non, en fait, de certaines choses. Et souvent ce que je vais voir, c'est en fait de quoi se plaignent les clients et est-ce que l'entreprise répond et qu'est-ce qu'il propose comme solution aux clients. Ça personnellement, c'est ce que je regarde et c'est aussi ce que je regarde aussi pour des achats personnels d'ailleurs aussi. Après, je vais avoir tendance à faire un audit technique en effet du site, regarder sur quelle plateforme il tourne, qu'est-ce qu'il propose aussi comme valeur, quel est tout simplement en fait dans son marché, qu'est-ce qu'il propose en plus que les autres, pourquoi les clients commanderaient plus sur ce site qu'un autre. Aujourd'hui on fait face notamment à des places de marché qui ont des catalogues produits qui sont démentiels. Qu'est-ce qui pousserait par exemple un client à plus commander sur ce site que sur Amazon ou Cdiscount ou Fnac par exemple. La bonne chose après souvent que je vais regarder via différents outils, c'est le nombre de produits, comment se comporte l'offre produit, comment on navigue sur le site d'ailleurs pour y accéder, mais comment c'est catégorisé, combien il y a de produits sur le site, est-ce que les produits sont bien répartis selon les catégories, est-ce que chaque catégorie est bien fournie, est-ce que le contenu semble frais, bien à jour, etc. Tout simplement en fait des choses qui marquent que le site est vivant tout simplement et pas un site qui a été rushé entre guillemets pendant 1 an par exemple par une équipe et qui a été abandonné depuis 3 ans et où il y a vaguement 2-3 contenus qui sortent. Voilà, on va dire les choses que je regarde en premier. Bon, et après on peut aller regarder d'autres choses encore. Et en effet la stratégie d'acquisition, je vais par exemple, si on peut donner un cas un peu plus pratique, je vais forcément aller regarder par exemple sur SEMrush l'audience du site évaluée par SEMrush, sur quels mots-clés ils sont positionnés, qui sont leurs concurrents, etc., etc. Si on rentre dans le vif du sujet, je sais que après vous avez détaillé le trafic, d'utiliser des outils. Je ne sais pas si vous connaissez SEMrush, SimilarWeb, qui vous permet d'identifier le trafic de vos concurrents et puis de voir un peu les stratégies d'acquisition si elles sont en phase avec votre industrie et après de creuser sur des thématiques SEO, que ce soit des mots-clés. Donc on a bien compris proposition de valeur en termes de produits, en termes de perception, que ce soit suffisamment clair en disant j'arrive sur le site. Ok, qu'est-ce qui va me fournir de différent? On le voit des commerçants qui disent le concurrent c'est Amazon. C'est mal parti, si vous êtes dans une logique de comparer Amazon, vous n'allez pas pouvoir rivaliser avec eux. Du coup c'est véritablement comment raconter une histoire que
tu l'as dit dans ton pitch toi, tout à l'heure, d'apporter des émotions sur les moments importants de la vie. Et voilà, ça devient ton alignement en tant que avec ton histoire de l'entreprise, histoire de la marque, histoire du produit, et puis histoire des fondateurs par rapport à leur parcours voilà, dans la joaillerie qui a cette linéarité et donc qui permet une différenciation qui est naturelle après sur. Super, écoutez messieurs, merci pour ça. On va plus se finir maintenant sur la troisième partie, un petit peu de prospective. Voilà, on parle de stratégie web, des leviers d'acquisition. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, là, voilà, vos entreprises elles sont matures avec 70 personnes dans vos équipes. C'est quoi les chantiers clés, les nouveaux axes d'acquisition sur lesquels vous allez investir et que vous avez une conviction forte pour 2023? Alors, moi, il y a deux sujets clés chez Okara pour les années à venir. Le premier que je vais aborder, il est plutôt même court terme. Vous l'avez vu fleurir sur tous les sites e-commerce. Quand vous arrivez pour la première fois, vous avez un espèce de bandeau qui vous demande d'accepter ou non finalement le partage de vos données personnelles. En fait, à chaque fois que vous répondez non, l'e-commerçant il a moins d'infos lui permettant de faire des campagnes publicitaires qui sont ultra ciblées. Et en fait, ces bandeaux se sont généralisés parce que c'est une obligation légale. Et l'avenir va nous mener à avoir de moins en moins d'informations, enfin de data. iOS 16 empêche le tracking des emails. Google va supprimer les cookies tiers en 2023-2024. Donc en fait, l'e-commerçant, et moi qui suis très héroïste et qui fonctionne beaucoup sur la data, et je vais avoir zéro information pour savoir d'où vous venez, quelle campagne a performé, voilà, des informations de provenance qui me permettaient de privilégier tel canal d'acquisition, telle campagne dans tel canal, et finalement d'être hyper héroïste. Le gros enjeu pour moi pour l'avenir, c'est déjà de trouver des solutions qui n'existent pas encore mais qui ne vont pas tarder à arriver, je pense, pour pallier à ce problème. Deux, c'est revoir ma stratégie marketing, non plus, je me voyais un peu comme un chercheur en marketing, c'est-à-dire que j'étais au microscope, mais il faut que je dézoome, je suis plus un généraliste, à tout lire, pour regarder mon marketing de façon globale et pouvoir finalement essayer des choses et voir si ça marche, mais vraiment de façon éloignée. C'est un gros problème pour beaucoup d'e-commerçants et ceux qui sont comme moi très héroïstes, mais j'espère qu'on va trouver des solutions. Donc le premier chantier, c'est t'amener à trouver ces solutions. Le deuxième, pour moi, qui encore une fois suis très héroïste, c'est de sortir de ce héroïsme pour aller plus vers du branding. Okara, on est très fort en héroïne, on est très fort en conversion, on a nos outils qui nous permettent de savoir où on clique, comment on clique, de tester des couleurs, des plateformes, changer de bouton, d'emplacement, changer de message. Donc on sait tout optimiser. Mais une fois qu'on a maximisé sur son site, il y a quelque chose qui nous permet de multiplier ce taux de conversion, et c'est quelque chose que moi j'ai mis de côté pendant plus de 8 ans, c'est la notoriété de la marque. Et aujourd'hui, moi, un de mes challenges sur les années à venir, c'est de faire exister Okara. Parce qu'avant cette conférence, je pense qu'aucun d'entre vous ne connaissait Okara. Et c'est normal. Quand vous cherchez un produit, quand vous cherchez un type de produit, quand vous cherchez quelque chose pour un événement, vous allez me trouver. Mais spontanément, je ne m'impose pas à vous comme pourraient le faire d'autres bijoutiers ou même d'autres enseignes. Donc moi, je dois travailler sur cette partie-là tout en gardant mon ADN finalement héroïste. Donc ça va passer par des partenariats avec de l'influence, ça va être aller sur des campagnes plutôt social media que je ne faisais pas du tout parce que je ne trouvais pas un ROI aussi fort que le SIM. Et puis ça va être aussi de maximiser l'affiliation parce que c'est un super levier qui est encore sous-coté en France et qui a un vrai pouvoir, qui est super exploité aux États-Unis mais pas du tout en France pour justement faire la notoriété mais ne payer qu'à la transformation, ce qui reste rentable pour moi. Voilà. Ça c'est logique, je pense qu'on va la retrouver avec Guillaume, mais il y a des plafonds en termes de croissance, il y a des seuils, c'est-à-dire que généralement l'e-commerçant, on va exploiter un levier, l'amener à maturité, et puis pour franchir de nouvelles étapes, on l'a vu dans votre histoire, il faut intégrer des nouvelles mécaniques de croissance, et donc là c'est ce que tu dis, il y a des choses comme le branding, tu disais il n'y a aucun ROI là-dessus durant 10 ans, et sauf que là tes leviers de croissance traditionnels, ils ne t'apportent plus suffisamment de traction. Du coup, tu dois questionner même tes croyances pour continuer à s'en motiver. Oui et non, en fait. Oui, je peux continuer. Il y a encore des possibilités énormes en référencement naturel pour aller chercher beaucoup plus de trafic pour moi. Il y a plein de mots-clés sur lesquels je ne suis pas bien positionné, donc il y a beaucoup à faire. Seulement, c'est une histoire de multiplicateur. Là, je suis à 100%, je vais gagner 110, 120, 130, voilà, ça va monter. Mais par contre, si en parallèle, j'arrive à bien bosser mon branding, c'est pas 110, ça va être tout de suite 150, puis 200, puis 300. En fait, j'allie trafic et conversion en même temps, ce qui fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que si je restais à levier équivalent.
super intéressant. C'est un aspect voilà, qu'on n'a pas trop évoqué, mais c'est aussi la synergie entre les leviers et cet aspect multiplicateur d'avoir une maturité sur plusieurs leviers. Toi, Guillaume, tes chantiers du moment? Alors il y en a plusieurs, on travaille notamment sur d'autres sites qui vont sortir en parallèle de Studio Sport, donc pour la société mère. Ça, après, plutôt côté marketing, nous on investit depuis quand même plusieurs années sur le marketing vidéo et je pense qu'on va continuer vraiment à investir beaucoup dessus. Notamment ça passe par différents canaux, ça passe aussi bien par YouTube par exemple que Facebook, Instagram, TikTok, même LinkedIn éventuellement pour diffuser de la vidéo. Aujourd'hui on essaye de beaucoup travailler sur ce type de contenu. On le met aussi en parallèle de contenu textuel, d'images, etc. qui viennent soit alimenter le site, soit les réseaux sociaux, qui servent aussi dans les newsletters. Aujourd'hui, en fait, on essaye par exemple, sur une production vidéo, en fait, de maximiser après les canaux de diffusion, que ça soit en interne sur le site ou directement via tous les outils qu'on connaît. Marketing vidéo, aujourd'hui, on essaye de vraiment croître. Donc, on a une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés à peu près. Ce qui nous semble encore assez peu et on s'est mis comme objectif de passer à 25-30 000 d'ici la fin d'année 2023. Après aujourd'hui on est nul sur TikTok, on démarre mais on commence à s'y mettre un tout petit peu. À la base on s'y était pas mis considérant que c'était peut-être pas notre audience qui était dessus, sachant qu'on est hybride entre B2B et B2C. Et finalement sur les premiers essais qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des résultats qui étaient embryonnaires mais intéressants. Et TikTok, moi je le vois aussi d'un côté entre guillemets organique où on ferait monter un compte, et il y a aussi un côté publicitaire où aujourd'hui c'est une plateforme publicitaire qui pourrait éventuellement avoir des coûts quand même inférieurs par exemple à ce qu'on rencontre sur Meta Ads et plus particulièrement sur Instagram. Donc je pense qu'on va essayer d'explorer justement ces optiques-là. Mais en parallèle de ça, en fait, et Grégory disait la même chose juste avant, c'est qu'on va aussi s'appuyer sur toute notre base structurelle qui est le SEO, le SIA, nos campagnes de newsletter, notre marketing automation, nos réseaux sociaux déjà existants. Pour consolider tout ça, aujourd'hui, en effet, on va chercher en fait des bouts de croissance, des bouts de branding à certains endroits, mais on s'appuie quand même sur une base solide, justement, et les nouveaux outils ou les nouvelles méthodes de diffusion en fait, viennent servir de l'existant. En fait. Top. Merci messieurs, très clair. On voit priorisation dans les leviers, n'essayez pas de faire tous les leviers. Regardez déjà votre ROI, c'est déjà cette vision-là. Il y a une question de conviction par rapport aux leviers aussi qui vont se développer, par rapport à vos cycles de croissance, d'aller chercher de la nouveauté et des nouveaux facteurs. Donc voilà, et puis cet effet de synergie entre les leviers et voilà, de se questionner sur une innovation.